Genève. Alors nous allons aujourd'hui aborder le thème de la guerre hybride. La France est-elle vraiment prête? Alors pour répondre à cette question, autour de moi nous avons, alors je commence par les étoiles, le général Pascal Yanni, vous êtes conseiller communication et porte-parole du chef d'état-major des armées. Là-bas, le colonel Guillaume Bourdeloup, vous êtes commandant de la brigade aérienne des opérations spatiales, et ça c'est au sein du commandement de l'espace, au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Et puis vous êtes le colonel Thierry Bauer, vous êtes chef du pôle opération au commandement de la cyberdéfense à l'état-major des armées. C'est bien ça? Je me suis pas trompée. Alors, l'hybridité, c'est quand même parfois un peu nébuleux. Est-ce que l'un de vous trois veut se lancer dans la définition de ce que c'est que l'hybridité? Comme ça, on pourra après glisser sur la guerre hybride. Général? Alors, je vais essayer de faire une définition la plus simple possible, parce qu'en fait, l'hybridité, c'est la combinaison de plusieurs modes d'action dans le temps, dans l'espace. Et la particularité de la guerre hybride ou de l'hybridité, c'est qu'elle va mêler des modes d'action purement militaires à des modes d'action politiques, diplomatiques, économiques, sociaux, culturels. Et toute la difficulté dans l'hybridité, c'est de parvenir à synchroniser et à coordonner les effets produits dans le temps, dans l'espace, pour atteindre l'objectif politique qui est fixé par l'autorité politique. Et en général, c'est pour déstabiliser un pays et puis aussi pour manipuler les perceptions. J'ai cru voir aussi que dans les forces, dans les outils militaires, il y avait aussi bien la symétrie que les forces conventionnelles qui pouvaient être mêlées ou irrégulières. C'est ça? En fait, l'hybridité, c'est à la fois un mode d'action qui peut être considéré comme offensif, c'est-à-dire on va défendre ses intérêts, on va promouvoir, appuyer ses intérêts, ou défensif, on va se défendre contre une attaque, qu'elle soit de nature hybride ou qu'elle soit de nature plus classique ou plus conventionnelle. Sans rentrer trop dans les détails, un exemple d'hybridité, c'est la guerre en Crimée en 2014, quand du jour au lendemain, on voit des petits hommes verts apparaître sur le sol de la Crimée et où ils ne portent aucun signe distinctif officiel. Simultanément, on a des actions dans le cyberespace, des actions plus conventionnelles. Et en fait, c'est ça l'hybridité, c'est ce qu'on avait appelé la doctrine Gerasimov. Alors la semaine dernière, vous avez inauguré lors du point presse défense adressé aux journalistes qui s'intéressent à ces questions, et vous avez fait un point sur la guerre informationnelle. C'était une surprise. Pourquoi avez-vous décidé d'aborder désormais ce point-là ? C'est assez simple, c'est qu'en fait aujourd'hui c'est une donnée importante, sinon majeure, de tous les engagements et de tous les engagements opérationnels des armées françaises. Et je pense que mes deux camarades en parleront beaucoup plus en détail. Aujourd'hui, tout est affaire de perception. À la limite, je vais être un peu caricatural, mais peu importe ce qu'on fait, l'essentiel c'est la manière dont c'est perçu, dont c'est compris, accepté et vu par les populations ou par les responsables des pays au sein desquels nous sommes engagés. Et ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique de l'Ouest ou au Sahel en est le meilleur exemple. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Oh bah même maintenant, ça, vous voulez parler de Gossi, non, j'imagine ? Alors je peux parler de Gossi, mais Gossi c'est devenu un peu un cas d'école. Mais en fait aujourd'hui la France est confrontée à un vrai problème de perception en Afrique de l'Ouest. Auprès d'une partie de la population, ce problème de perception est déformé par l'effet un peu loupe des réseaux sociaux, et l'un des enjeux aujourd'hui pour les armées françaises, c'est de réussir à être accepté, à faire comprendre, à expliquer son action pour que les populations comprennent pourquoi nous sommes là, et dans ce cadre, nous devons lutter contre toutes sortes d'attaques informationnelles, une forme d'asymétrie permanente, et je pense notamment, et c'est ce que j'ai évoqué la semaine dernière lors du point des opérations, c'est les multiples attaques qui sont menées contre la France autour d'un slogan unique qu'on retrouve au Cameroun, au Tchad, au Burkina, au Niger, au Mali: la France dégage. Et le fait d'avoir un slogan unique, c'est d'ailleurs un marquant, ça montre que la manœuvre est initiée par un seul et même acteur, et que cet acteur vise visiblement à nous évincer d'une partie du continent africain, ou au moins à amoindrir notre influence, et surtout à porter atteinte à nos intérêts. Alors quelle est votre riposte dans cette partie de guerre hybride, en tout cas qui concerne la communication ? Deux mots, c'est transparence et rapidité. Transparence, c'est-à-dire qu'on va faire œuvre de transparence, parce que la force des démocraties par rapport à un régime autoritaire, c'est la vérité, c'est la transparence. Un régime autoritaire, il peut mentir.
Il peut mentir parce qu'il ne respecte pas le droit, il ne respecte pas les usages et coutumes de la guerre. Une démocratie ne peut pas le faire, c'est contraire à nos valeurs. Donc on va faire preuve de transparence, et pour faire preuve de transparence, et c'est ce qu'on a fait à Gossi notamment, c'est qu'on va déclassifier du renseignement d'intérêt militaire à but informationnel. C'est-à-dire qu'on va prendre une décision, on va déclassifier du renseignement qui normalement est classifié pour montrer que ce que nous disons ou ce que nous faisons est fondé. Le deuxième point, c'est la rapidité, et ça, je pense que le colonel Bauer pourra en parler beaucoup mieux que moi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une course de vitesse. À partir du moment où une rumeur apparaît sur les réseaux sociaux, c'est le premier qui va soit y répondre, soit la développer, qui va marquer des points décisifs. Donc il faut aller très vite. C'est ce qu'on a fait pour Gossi. En quelques heures, on a décidé de déclassifier des vidéos de drones. Il faut aller très vite pour tout de suite tuer dans l'œuf l'attaque informationnelle ou la manœuvre informationnelle. Et ça, c'est très récent, vraiment. Ça, c'est un changement qui est opéré depuis plusieurs mois en termes de communication publique et de communication opérationnelle. Thierry vous parlera de la partie cyber. Oui, c'est un changement, c'est un vrai choix de commandement, puisque je ne vais pas dire choix politique, puisque nous on ne fait pas de politique, mais c'est un choix de commandement, et c'est un choix qui est porté notamment par le chef d'état-major des armées. On a bien compris que dans le champ des perceptions et dans le champ informationnel, ce qui compte, c'est d'imposer notre narratif. Et pour imposer notre narratif, il faut aller vite. Et à la limite, il vaut mieux intervenir tout de suite pour dire voilà ce qu'on dit. Nous, en première approche, on peut vous dire ça, et on reviendra un peu plus tard pour vous donner plus de détails, plutôt que de laisser la rumeur prospérer. Par exemple, quand malheureusement on a des CIFCAS, des pertes civiles dans des opérations, on a fait le choix maintenant délibéré de communiquer le plus vite possible pour éviter les rumeurs, les incompréhensions, les malentendus ou les attaques informationnelles contre la France. Et ça marche plutôt. Mais il faut être bien conscient qu'on est face à un rouleau compresseur, une lame de fond qui est portée par des intérêts qui sont plutôt proches de la Russie, voire par la Russie elle-même, on pourra y revenir, et que ça demande un vrai combat de tous les jours, et surtout un combat coordonné à tous les niveaux. Alors avant de passer à la cyber, juste comment vous travaillez aujourd'hui dans ce nouveau champ, entre guillemets, en tout cas ce champ qui est maintenant vraiment identifié et dans lequel vous dites mener des opérations qui sont visibles aujourd'hui. Comment vous vous organisez ? Je parle à vous, que général. Alors, avant de passer au cyber. Comment est-ce qu'on s'organise ? En fait, c'est un peu une méthode. On aime bien les méthodes dans les armées. On va veiller, on va alerter, on va caractériser et on va élaborer une riposte. Et ça, c'est la partie un peu courante, c'est-à-dire qu'on a une veille des réseaux sociaux, du monde médiatique, de l'environnement médiatique, des sphères médiatiques, pour essayer de détecter les signaux faibles d'une attaque. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs à Gossi d'envoyer un drone au-dessus du camp, parce qu'on a détecté dans le champ cyber, sur Twitter et sur Facebook, les prémices d'une attaque. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le lien entre ce qu'on a vu dans les champs immatériels, le champ cyber, et la façon dont ça s'est traduit dans le champ matériel, en termes opérationnels. Ça s'est concrètement traduit puisqu'on a envoyé un drone. Donc il y a eu une alerte, différentes personnes se sont mises en éveil, on a caractérisé la manœuvre ou l'attaque en plusieurs phases, et ensuite on a riposté, et la riposte là c'était rendre public des images pour mettre fin à l'attaque informationnelle. Mais il faut bien être conscient que ça, c'est dans le cadre d'une défense, parce on est dans une posture un peu de protection. Mais il faut avant tout être offensif, parce que la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Et il faut qu'on soit capable d'occuper l'espace informationnel avant les autres. L'espace informationnel, il est à la fois illimité, mais il est aussi un peu limité. C'est-à-dire que si on communique pas positivement, si on n'a pas une démarche positive, proactive de communication, on laisse le champ libre à nos adversaires ou à nos ennemis, puisque dans le domaine informationnel, on a des ennemis, c'est la guerre. Et donc, il faut à la fois avoir cette démarche proactive d'explication, d'illustration, de pédagogie, et à la fois être en mesure de faire face à des attaques, donc de détecter, d'alerter, de caractériser, de riposter. Et cette phase offensive, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça fait plusieurs mois que vous êtes plus présent sur la communication en général et tout ce qui existe comme type de mode, de canal de communication, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est être très présent, à la fois directement, mais en travaillant beaucoup avec les médias locaux. Parce qu'en fait, la parole officielle française, aujourd'hui, elle est difficile à faire passer dans certains pays. On travaille aussi avec des fact-checkers.
On pourra y revenir, c'est quelque chose de très important. Et donc oui, c'est être présent et sans arrêt occuper l'espace. Et ça demande une vraie énergie. Mais encore une fois, le point clé, c'est la coordination. La communication toute seule, elle ne peut rien faire. Ouais. Il faut que ce soit appuyé sur quelque chose, il faut que ce soit appuyé sur des faits, tant qu'à faire. Et surtout, il faut voir ça dans une perspective interministérielle. Il y a une surmilitarisation de la perception de la France en Afrique. Tout ce que fait la France est vu sous le filtre militaire, et on aboutit à des situations comme le convoi Voie Sacrée 32 qui avait cheminé difficilement entre le Burkina et le Niger, où en fait le simple fait d'avoir des militaires français, ça cristallise toutes sortes d'oppositions qui finalement sont assez éloignées de la chose militaire, mais qui permettent à des oppositions locales de s'exprimer contre les gouvernements ou contre la présence française d'une manière générale. Colonel Bauer, comment ça se passe alors du coup au commandement de la cyberdéfense ? Quel rôle ? Qu'est-ce qui se passe au quotidien pour participer à cette guerre hybride aussi bien en défensif qu'en offensif ? Alors, je vais juste prolonger un petit peu sur l'influence militaire sur les réseaux, donc la lutte informatique d'influence dont la doctrine a été rendue publique au mois d'octobre dernier, qui permet justement de cadrer notre action, d'expliquer dans quel monde les armées françaises vont évoluer dans le terme d'influence, parce que le mot fait peur et peut naturellement faire peur. Donc, pour bien rappeler le cadre légal, conflit du droit humanitaire international, conflit des... loi des conflits armés, donc tout ça on le respecte, et surtout on est dans un monde. Pourquoi une lutte informatique d'influence ? Il y a 20-30 ans, on avait 3 chaînes de télévision, quelques journaux, plus que maintenant, mais quelques journaux, et donc le débit d'information était à peu près maîtrisé. Depuis Internet, forcément, les canaux sont multipliés, et maintenant ils sont plus maîtrisés, c'est-à-dire que la parole est donnée à n'importe qui, à des journalistes qui font très bien leur travail, qui vont rendre compte de la réalité, contrôler, donner une information qui est certifiée, mais aussi une pléthore d'informations qui, elles, ne le sont pas contrôlées. Et dernièrement, je dirais ces dernières années, des informations qui sont volontairement fausses. Et là, on arrive dans une stratégie hybride, c'est-à-dire que on peut avoir quelques illuminés qui balancent des fausses informations pour le plaisir. Pour certains États, pour certains groupes, il y a une stratégie d'influence qui est mise en place. Et ça, pour nous, au cyber, l'intérêt, c'est que Internet est quand même le gros porteur de ces fausses informations. C'est le canal principal, pas le seul. On a bien sûr les téléphones portables, les réseaux comme WhatsApp, Telegram qui donnent beaucoup de choses, mais on les retrouve quand même beaucoup sur Internet, et donc nous les veillons H24, 7 jours sur 7, autour de nos opérations militaires, donc actuellement le Sahel bien entendu, mais aussi ailleurs, parce qu'on doit quand même porter une attention sur ce qui se passe dans le monde et ce qui pourrait nous concerner, j'espère le plus tard possible, sur d'autres théâtres. Donc on essaie d'observer tout ce qui concerne la chose militaire, l'impact potentiel sur la chose militaire, donc pas toujours que les armées. Quand on dit un convoi de containers qui contient souvent des choses qui sont absolument pas militaires, à partir du moment où il y a des militaires autour, ça devient militaire. Donc le militaire peut être assez large. Et donc, nous les veillons. Dès qu'on a un indice, quelque chose qui sort de l'ordinaire, l'idée est de voir si c'est une information, pourquoi pas, auquel cas ça relève de la communication, c'est l'information, ça tourne autour de ce qui se passe vraiment, ou s'il y a une manœuvre. Donc il faut vraiment la caractériser. On a en face de nous des gens qui sont capables d'utiliser des techniques de marketing, de construire leur narratif de telle manière que le maximum de gens soient impactés, que ça fasse réagir. Donc quitte à construire, on a énormément, quand on fait effectivement ce qu'on appelle du debunking, quand on essaye de montrer du debunking, je vais vous expliquer ce que c'est. Oui. C'est du fact-checking, c'est d'essayer de casser une information qui est manifestement fausse. On a très régulièrement des images qu'on est capable de retrouver sur une autre information. Ce sont des images qui ont été tournées 2-3 ans avant, dans un autre pays, mais qui illustrent bien le propos de celui qui va donner une fausse information, faire croire des choses. Bon, tout ça, il y a des méthodes, il y a des techniques qui permettent d'aller chercher si effectivement c'est du réchauffer, du transformer, pour essayer de mettre en évidence le plus rapidement possible sur le réseau que ça ne tient pas la route. Il faut effectivement couper court à toute cette stratégie, il faut la perturber au maximum. Donc ça, c'est le travail du ComCyber, en tout cas dans la lutte informatique d'influence. Après, le ComCyber a une mission personnelle qui est plus large, qui correspond à d'autres champs. Donc on parle de guerre hybride, effectivement, c'est pas une guerre sur l'information, c'est bien une guerre et une stratégie entre plusieurs domaines de lutte. Et en l'occurrence, on a 2 autres doctrines qui ont été également rendues publiques ces dernières années,
qui sont la lutte informatique défensive, la lutte informatique offensive. En clair, nous savons que dans notre monde moderne, nous nous appuyons, surtout pour les armées, sur des unités qui sont très numérisées, que l'un des avantages en fait des forces armées occidentales, c'est d'avoir cette capacité à maîtriser l'information, les flux d'informations entre les différents capteurs, les différentes armes, les avions, les chars. Tout le monde se partage l'information et très rapide à travailler, très rapide à se réorganiser, à se trouver la bonne cible. Et donc ça rend nos armées très efficaces. C'est la guerre du Golfe qui l'a le plus mise en évidence, mais toutes les guerres depuis le démontrent. Celui qui maîtrise le tempo de l'information a un avantage. Cet avantage est basé sur des systèmes d'information, sur de l'informatique, et nul ne peut ignorer que l'informatique a ses faiblesses, ses vulnérabilités, pour avoir un terme cyber, donc ses fragilités, et donc nous sommes en mesure, en tout cas nous travaillons à organiser la défense de nos systèmes contre ces attaques informatiques, et dans le même temps nous travaillons à être en position de nous-mêmes effectuer des attaques informatiques sur les systèmes adverses en accompagnement de la manœuvre des armées sur le terrain. C'est-à-dire que vous faites de l'offensif virtuellement par le cyber, pendant qu'une... On est totalement dans cette logique hybride. C'est-à-dire que si on sait faire la guerre informatique, maintenant la guerre hybridité c'est mieux que ça, c'est effectivement de coordonner les actions des différents domaines. Donc l'idée, c'est effectivement d'empêcher un système radar de fonctionner en face pour permettre à un raid d'avion de passer. Là, on commence à être dans l'hybridité. On est vraiment dans la guerre, là. L'hybridité a quand même cette particularité dans la conception française, c'est qu'elle est considérée comme une arme d'ambiguïté. C'est là où on parle de l'approche globale, la guerre globale où on coordonne tous les moyens, à la guerre hybride qui, normalement, doit rester sous le seuil d'un conflit armé. C'est-à-dire que pour un ennemi, c'est de nous empêcher de réagir parce qu'on n'est pas capable de caractériser. Est-ce que c'est une attaque? Est-ce que ça vient bien de tel ou tel pays? Est-ce qu'on a bien identifié l'ennemi? Donc est-ce qu'on peut réagir? Est-ce que c'est légal, illégal? Est-ce que c'est de l'information, de la désinformation? Tout ça, ça doit ralentir la riposte. Et donc là, la difficulté de l'hybridité, elle est là. C'est de caractériser, de comprendre ce qui se passe. Mais alors du coup, entre lutte informatique offensive, la guerre informationnelle et la défensive, comment vous ventilez les activités? Il y en a une qui est parfois prééminente sur l'autre, elles sont toutes traitées à peu près au même moment, parce que vous avez 3000 cybercombattants, vous devez en avoir 5000 dans 2 ans, je crois. C'est ça, 3000 actuellement environ, et on doit passer au terme de la loi de programmation militaire actuelle à environ 5000 cybercombattants dans les 3 domaines de lutte, le défensif, l'influence, l'offensif. On travaille essentiellement sur le défensif. On reste quand même, on n'est pas un pays offensif par nature. La dernière fois que la France a déclaré la guerre, ça commence à dater, et j'espère que ça va continuer à dater. Oui, mais si on est sous le seuil d'attribution, on peut en faire du coup. Alors le défensif, on en fait tous les jours. Oui, je parlais de l'offensif. L'offensif, à partir du moment où on n'a pas d'ennemis, on n'est pas en guerre, c'est pas la France de faire de l'offensif. On n'est pas là pour générer de la tension. C'est quand même la force des démocraties. C'est quand même pas l'alpha et l'oméga des démocraties occidentales d'aller attaquer, même de manière hybride, d'autres nations, contrairement à ce que ces nations pensent. Donc notre travail quand même est essentiellement concentré sur le défensif. Éviter d'être atteint par des attaques qu'on ne saurait pas identifier, éviter d'être en incapacité de répondre à une attaque parce qu'on ne sait pas d'où elle vient, parce qu'on ne sait pas la corriger, quoi. Et justement, je me demandais, est-ce que vous arrivez à percevoir les attaques cyber d'origine étatique? Parce que il y en a un peu quand même. Il y en a un peu, clairement. Il y a des pays qui sont déjà très engagés sur ce domaine-là. Oui, on sait faire la différence entre ce qu'on appelle la cybercriminalité, qui est quand même le gros du panier, et des attaques qui, par leur nature, sont beaucoup plus sophistiquées. On le voit sur la discrétion de ces attaques, on le voit sur la manière dont le code est construit, parce que l'idée pour les cybercombattants, c'est bel et bien d'observer des attaquants opérer et de ne les arrêter que lorsque vraiment ça va trop loin. Et pendant tout ce temps-là, ce petit intervalle où l'attaque est lancée et le moment où on la stoppe et on remet en place nos systèmes de façon propre, on observe les attaquants.
on observe les codes de logiciels qu'ils mettent dans nos systèmes, on essaye de la signature, on parle de signature. Après, ça reste un métier difficile. À partir du moment où des codes d'attaque ont été vus, ils peuvent être réutilisés par n'importe qui. Donc la signature, effectivement, on parle d'Advanced Persistent Threat, donc des menaces persistantes avancées, donc qui ont des caractéristiques. La façon dont ça se propage, la façon dont ça rentre, la façon dont ça va extirper des informations des systèmes d'information, ça laisse des signatures. Ce sont des indices, ce ne sont pas les seuls. Les indices, c'est donc la technique, c'est le système visé, c'est, je dirais, qui est intéressé par les informations ou le système qui est en train d'être attaqué. Donc il y a tout un faisceau d'indices qui nous permettent à la fin de dire, d'imputer une attaque à tel ou tel pays. L'imputation étant, dans notre terminologie, un terme qui est technique, c'est-à-dire que les techniciens estime avec un certain degré de probabilité que c'est tel pays. Ensuite, il y a un autre terme pour la décision d'attribuer. Donc l'attribution, elle, est politique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a apporté les éléments au décideur politique, le décideur politique décide oui ou non, j'estime que vous avez quelque chose de sérieux, et là j'attribue politiquement. La France le fait très peu, et si elle le fait, c'est que vraiment elle est certaine du coup. S'il y a le moindre doute, en général, elle évite de le faire, pour ne pas générer de la tension inutile. Ça n'empêche pas de traiter les informations et de traiter l'attaque comme il faut. Alors, s'il y a un espace qui est particulièrement hybride, colonel Bourdeloup, c'est justement votre univers. Est-ce qu'effectivement, on peut vraiment l'appeler l'espace qui nous entoure, qui entoure la Terre, est vraiment un espace hybride par excellence ? Oui, alors sur certains aspects, effectivement, ça renvoie à ce qui a été dit par Thierry Bauer et puis par le général Yanni ici. L'espace est par définition immense, il s'étend entre 100 km et 36 000. Si on s'intéresse au circumterrestre, on pourrait très bien aller... d'autres pays s'intéressent maintenant au circumlunaire. Et donc, dans cet espace immense, il est facile de conduire des actions sous le seuil de conflictualité. Parce que c'est grand, parce que cet espace se densifie de plus en plus. Vous le suivez maintenant 2 à 3 fois par semaine. Une Falcon 9 tire en moyenne 150 satellites par semaine, quand il y a encore juste quelques années, c'est ce qu'on tirait par an. Donc il y a une population orbitale qui augmente. 68%, vous m'avez dit ? 68% d'augmentation sur un an entre 2020 et 2021, tout à fait, ouais. Donc on est dans une nouvelle ère spatiale, absolument. Mais avant toute chose, le spatial, c'est ce qui le rend hybride, c'est qu'il est éminemment dual en fait. Et que donc il est très difficile de distinguer une action civile d'une action militaire, ou qui pourrait être à portée militaire. Par exemple ? Par exemple, ce qu'on a observé récemment, puisque ça date de février de cette année, 2 satellites chinois qui exercent des manœuvres, ce qu'on appelle de RPO, de Rendez-vous Proximity Operation. Alors vous allez me dire, donc ils se rassemblent, ils viennent jusqu'à se coller, à s'attacher, et un des satellites saisit l'autre et le désorbite, et le retire de son orbite. Donc ça peut être fait à des fins tout à fait pacifiques. Les Chinois évoquent, eux, de l'expérimental, mais il y a un intérêt militaire absolument évident, Donc quand notre satellite de communication Syracuse 3 ou 4 coûte plusieurs milliards d'euros et est absolument essentiel à la conduite de nos opérations en Afrique ou ailleurs dans le monde, eh bien on imagine qu'un satellite dit expérimental pourrait aisément le désorbiter. Voilà, donc ça c'est un des aspects, la dualité, l'absence de territorialité. Ouais. Voilà, donc l'espace appartient à tout le monde par définition. Il n'y a pas de zone où on peut se protéger. Tous les jours, au-dessus de vos têtes passent des dizaines de satellites d'observation chinois, russes ou d'autres pays que vous choisirez sans que vous le sachiez. Nous, on le sait un peu plus déjà, et c'est un des facteurs. Et ça renvoie à ce qu'a dit Thierry sur, pour moi, l'hybridité aussi, c'est action sous le seuil de conflictualité et agir dans la zone, ce qu'on appelle la zone grise, quasiment de manière clandestine, c'est-à-dire sans que ce soit détecté, et si c'est détecté, sans que ce soit caractérisé et attribué. Et c'est un vrai challenge dans l'espace. Alors justement, est-ce que la France, puisque c'est le thème de la table ronde, la France est prête à détecter tout ça ? Est-ce que la France a les bons outils ? Est-ce que vous avez de quoi bosser en fait ? Alors c'est éminemment compliqué dans l'espace, pour les raisons
que je vous ai indiqué jusqu'à présent. Hein. Déjà, c'est un volume qui est absolument phénoménal. La physique spatiale fait que, par définition, les objets passent potentiellement dans votre champ de vision et puis vont de l'autre côté de la sphère terrestre, et qu'à cet endroit-là, ils deviennent beaucoup moins détectables. Nos systèmes de détection peuvent être par radar, mais également par optique, beaucoup du télescope. Les télescopes, ça marche essentiellement la nuit. Donc je suis quasiment camouflé de jour. Donc ça nous oblige à avoir différentes choses. Déjà, donc, phase numéro 1, comprendre ce qui se passe. Comprendre ce qui se passe, et dans comprendre, il y a la capacité à détecter et également donc à attribuer les actions. Et donc ça passe ça par un nombre important de capteurs et une variété de capteurs, qui soient au sol et potentiellement en l'air ou dans l'espace. Voilà, et qui permettent de détecter par radar, par radiofréquence, par de l'optique, et en croisant cet ensemble de moyens qui sont en patrimonial, dont on dispose nous, mais également par de l'achat de services. Il y a des boîtes civiles qui font ça, et ça renvoie à l'aspect dual de l'espace. Il y a des sujets d'anti-collision dans l'espace, qui est un volet civil, mais on peut très bien s'en servir à des fins militaires pour observer le premier O de ce qu'évoquait le général Yanni avant, hein, le cycle décisionnel, observation, orientation, décision, action, observation. Donc on a besoin de cette complémentarité des moyens pour comprendre un peu ce qui se passe là-haut. Alors, il y a de plus en plus d'objets là-haut, donc plus en plus de bruit. Vous parliez du bruit de fond quand on a préparé cette table ronde. Est-ce que la France est capable aujourd'hui, enfin les armées, vous, votre commandement, de déceler ces bruits de fond pour détecter des manœuvres pas très catholiques ? Alors aujourd'hui, en toute honnêteté, non. On a une feuille de route capacitaire qui va le permettre, hein, donc qui est prévue dans la loi de programmation, qui permet toute une amélioration de nos capacités. Un point que j'ai pas encore évoqué, c'est que l'espace repose éminemment sur du partenariat, et du partenariat international. Donc j'ai parlé un peu du partenariat avec le civil, parce que c'est dual, mais également du partenariat international. On peut pas couvrir nous-mêmes seuls l'ensemble de la planète. Donc évidemment, on travaille avec nos alliés, que sont les Américains au premier plan, mais également, pour les regarder de l'autre côté de la planète, l'Australie, le Japon, potentiellement la Corée du Sud, ces pays-là, pour aller voir ce qui se passe dans la face cachée des choses. L'Australie nous aide là sur ce coup-là, ils sont toutes ces forces sont comme nous, hein, c'est très frais, hein, le commandement de l'espace est issu de la stratégie spatiale de défense de 2019, même si on s'est rendu compte de la conflictualité dans l'espace depuis quelques années auparavant, hein. Mais donc tout ça reste très récent, et donc toutes ces nations font effectivement naître leur commandement de l'espace et s'équipent pour, au premier chef, être capable de comprendre ce qui s'y passe. C'est la première des choses. Alors, une fois qu'on a compris ce qui se passait, admettons qu'il y ait une attaque. Qu'est-ce que la France, les armées françaises pourraient être capables de faire depuis l'espace alors peut-être en utilisant justement aussi l'hybridité, en étant discret. Comment ça pourrait fonctionner ? Est-ce qu'on est armé pour ? Est-ce qu'on a ce qu'il faut ? Alors bon, je pense que dans l'immédiat et puis dans un horizon proche, on va rester de toute façon sur des aspects qui resteront sous le seuil de conflictualité. On voit bien le dernier tir ASAT qu'ont effectué les Russes, ASAT anti-satellite, tir anti-satellite, où au mois de novembre dernier, les Russes ont tiré un missile qu'ils ont contre un de leurs propres satellites, qui a généré plus de 1000 débris qui resteront des décennies dans l'espace. Donc on voit que l'action cinétique dans l'espace crée du débris, et il y a un phénomène dans l'espace qui peut très bien se créer, c'est je crée tellement de débris qui peuvent entrer en collision avec un autre satellite à leur tour, créer encore davantage de débris, ça s'appelle l'effet Kessler. Et donc potentiellement annihiler une orbite entière. Donc on n'est pas sur ces gammes de conflictualité là. On voit davantage d'espionnage, on voit davantage d'actions en bon français de concealment, difficile à détecter. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle les poupées russes, et si on les appelle les poupées russes, vous allez deviner pourquoi. Donc on va avoir un satellite qui va en libérer un autre. Voilà, qui rendra du coup le fait qu'on détecte ce bébé satellite de manière, on aura du mal à le voir. Voilà, plus que si on l'attend directement tiré par une fusée, par exemple. Donc on y travaille avec nos partenaires et avec la feuille de route capacitaire. Et c'est une question qui s'adresse aussi à vous trois l'un après l'autre, mais est-ce que vous avez budgétairement les moyens qu'il faut ? Parce que vous me parliez par exemple, je crois, de la simulation, l'exercice Astérix, où en fait
vous êtes aperçu que s'il fallait, par exemple, pousser un satellite parce qu'un autre arrivait avec des intentions belliqueuses, ça avait un coût quand même. Donc, absolument, ça renvoie à ce que je disais un petit peu auparavant. Oui. Ça peut paraître complètement anodin, le fait de se rapprocher et de s'attacher à un autre satellite, après tout. Sauf que quand vous faites, et ça c'est pareil, ça relève de l'hybridité, c'est-à-dire vous faites de l'entrave, vous allez gêner les autres. Il n'y a pas de territorialité dans l'espace, donc vous allez vous mettre sous un autre satellite, à proximité directe d'un autre satellite. Quand vous avez un asset qui vous coûte plusieurs milliards d'euros, vous n'allez pas accepter qu'il y ait quelqu'un qui soit juste à côté de vous et potentiellement vous rentre dedans. Donc vous allez le déplacer. Probablement la première action, c'est de quitter la zone dangereuse. Et donc ce qui a été démontré dans le cadre du dernier Astérix 2022, c'était qu'une manœuvre d'évitement, et qui est pourtant pas, on fait pas un gros changement d'orbite, avait coûté plus de 3 mois de potentiel de vie à notre satellite d'observation. Or, dans le spatial, les satellites, ils sont destinés à vivre 7 à 10 ans. Donc 3 mois de potentiel de vie sur une manœuvre d'évitement, c'est assez énorme en fait. Voilà. Est-ce que du coup, vous êtes tous assez bien dotés financièrement vous allez dire non sûrement, mais bon, c'est l'occasion de le dire. Non, justement, je pense qu'on peut dire oui. Mais je pense que c'est une question d'approche. Tout d'abord, ce qui se passe dans le domaine spatial, on peut y répondre dans d'autres domaines. C'est ce qui fait c'est pas parce que ça se passe dans le spatial qu'on répond dans le spatial. Et c'est un peu ça l'hybridité. Oui. Le deuxième point, c'est que je pense que d'une manière générale, on est dans une forme de bascule ou d'évolution profonde de la conflictualité, de la nature de la conflictualité. Et le cyber en est le meilleur exemple, la lutte informationnelle. La question avant tout, c'est l'innovation et c'est la capacité à s'adapter en fait à un progrès qui est permanent et qui va à une vitesse qu'on n'a jamais connue avant. Et donc, répondre à toutes ces manœuvres hybrides contre nous, ou tenter de développer des stratégies hybrides, ça suppose vraiment de l'intelligence, dans le sens être capable de combiner les effets, de voir loin, d'avoir la capacité à élaborer des stratégies, et des stratégies innovantes. Et en fait, en mêlant des capacités qu'on n'a peut-être pas forcément aujourd'hui, qu'on maîtrise pas forcément aujourd'hui complètement, mais c'est ça en fait. Il faut essayer de sortir des schémas. J'ai besoin je suis terrien, donc j'ai besoin de beaucoup de bataillons de chars pour gagner la guerre. En fait, la guerre d'aujourd'hui et la guerre du futur, c'est pas forcément celle qu'on a connue avant, même si il y a des permanences, mais il faut vraiment se mettre dans une démarche d'innovation et de rupture parfois. Alors justement, comment vous travaillez pour préparer cette interconnexion, enfin au quotidien, comment ça se passe? J'imagine bien que vous avez des groupes de travail, ou comment vous prévoyez, vous anticipez des manœuvres avec les nouvelles technologies, enfin comment vous bossez en fait au jour le jour ensemble pour être prêt, soit à mener une guerre hybride, soit à y répondre? Je vais faire le cadrage général. La guerre, c'est la continuité de la politique par d'autres moyens, ou la continuation de la politique par d'autres moyens, comme disait Clausewitz. Et si je dis ça, c'est qu'en fait, tout d'abord, c'est une décision du chef des armées. Quelles sont les missions qui nous sont attribuées? Et en fonction, on va élaborer des stratégies militaires, mais ces stratégies militaires, elles s'inscrivent toujours dans une stratégie qui est plus large, une stratégie globale, une stratégie politique. Et en fonction de la stratégie militaire qui est élaborée, on va combiner dans le temps, dans l'espace, différents types d'actions, différents types de capacités. On va aussi travailler sur les partenariats, ça a été évoqué par la partie espace et par la partie cyber. Aujourd'hui, la France, c'est une puissance d'équilibre et elle produit ses effets avant tout dans le cadre de partenariats. On doit pouvoir remplir seul les missions qui nous sont données, mais on a vocation à toujours intervenir dans le cadre de partenariats, que ce soit coalition ad hoc, OTAN, ONU ou UE ou autre. Moi, en fait, ma question, c'était surtout en interne, entre vous, les différents services, entre guillemets, ou commandements des armées. Comment ça se prépare je sais pas. Moi, je peux apporter quelques éléments. Oui. C'est un point que j'ai pas évoqué avant, mais donc dans l'espace pur, les aspects commandement et contrôle sont extrêmement importants. Hein. Donc il ne s'agit pas de voir cette population orbitale de plus de 5000 objets qui sera demain Elon Musk annoncer le tir de 30 000 plus satellites. Donc voilà, ça va être multiplié par 6, rien qu'avec Monsieur Musk. Donc tout ça, il faut des capacités de calcul et de commandement et contrôle déjà en interne, intrinsèque, d'accord, pour pouvoir détecter ces comportements anormaux et pour pouvoir les attribuer. Après, ce que vous évoquez, c'est comment on interagit avec les autres milieux pour produire un effet synchronisé. Alors il y a c'est rien pour moi de nouveau, hein. C'est ce qu'on est. Enfin, avant on appelait ça l'interarmée, maintenant on appelle ça le multimilieu, multichamp. Nous, notre première bataille,
première action, c'est de faire valoir le fait spatial dans le multimilieu multichamp. Voilà, de faire comprendre que les compétiteurs emploient l'espace à notre rencontre et que nous, on peut utiliser l'espace dans le cadre de nos opérations interarmées. Et ce fameux centre de contrôle, commandement-contrôle des opérations spatiales sera évidemment intégré et plugué sur les différents autres organismes de commandement-contrôle des autres armées, directions et services. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a des gens dont c'est le métier pour le faire. Il y a le CPCO, le Centre de planification conduite des opérations, qui est interarmé et qui associe l'ensemble des expertises pour justement produire des effets qu'on appelle synchronisés. Et donc, au sein de ce CPCO, il existe des spécialistes de l'espace, le J-Espace, qui fournit l'expertise spatiale à des fins d'opérations multimilieu, multichamp. Alors, pour compléter, c'est typiquement l'organisation actuelle. Moi, je suis chef des opérations du ComCyber. En fait, j'ai une double casquette. Je suis aussi le conseiller cyber du chef du centre de planification et de conduite des opérations. Donc, clairement, on part de l'ordre du chef. Voilà ce qu'on veut faire, là où on veut aller. Et ce CPCO qui a toutes les expertises en son sein, il va faire ce que les militaires font très bien, ont toujours fait depuis des décennies. Ils vont planifier ensemble. Ils vont mettre tous les experts autour d'une table. Et là, ils vont définir la meilleure des stratégies multispectrales, multidomaines, multichamps, on appelle ça comme on veut, mais toutes les expertises qui vont participer à l'atteinte de cet objectif. Donc l'idée, c'est de bien comprendre l'objectif, de connaître le cadre de l'objectif, et une fois qu'on a tout ça, on travaille le temps qu'il faut, mais on sort quelque chose qui normalement tient la route. Alors la communication, le cyber, l'espace sont entre guillemets relativement récents par rapport à d'autres armes. Est-ce que la France est suffisamment dotée de cerveaux, de bras? Est-ce que vos services, parce qu'on voit bien que dans le domaine de la cyber, il y a une course à l'échalote pour essayer d'attraper les jeunes diplômés à la sortie des écoles et qu'en fait, il y a un vrai problème de compétences. Est-ce que, par exemple, vous, colonel, c'est un problème auquel vous êtes confronté? Alors, on a les moyens de nos ambitions. En tout cas, l'hybridité, en fait, c'est quelque part, ce sont les pays pauvres qui l'ont inventé. C'est ceux qui se sont dit, c'est bien d'avoir des chars des avions, moi je les ai pas, qu'est-ce que je fais? Ils ont inventé une nouvelle façon de travailler sous le spectre pour déstabiliser. Donc c'est pas forcément, je parle pas de l'espace qui peut avoir un certain coût, hein. mais en tout cas pour le cyber, il vous faut une connexion internet, et that's it. Vous pouvez commencer à travailler, quoi. Ce qui va nous manquer, et là où c'est un réel enjeu, un vrai challenge, mais pas que pour la France, pour tous les pays qui sont dans la cyber, c'est effectivement ces cerveaux dont on a besoin, parce que c'est pas un milieu qui se maîtrise comme ça du jour au lendemain. Oui, c'est bien d'aller sur Internet, mais on va pas tout d'un coup être le message vu par des millions de personnes comme ça. Ça s'improvise pas. En termes d'attaques informatiques ou de protection contre des attaques informatiques, effectivement, ça demande de l'ingéniosité, ça demande de la technicité. Et donc là, on a un vrai challenge d'attirer les cerveaux dont on a besoin. La France en produit, mais toutes les industries, toutes les entreprises ont besoin de ces cerveaux parce que tout le monde fait la découverte avec la cybercriminalité notamment, des enjeux de la cyberdéfense. Et donc, l'appel d'air est énorme. Les solutions pour nous, elles sont claires. C'est avoir un métier qui soit passionnant, dans la durée, avec des vrais enjeux. Et donc là, on attire du monde. Et après, c'est de former. On accepte dans l'idée de former des jeunes qui vont avoir cette technicité pour détecter une attaque informatique par des signaux faibles. On est dans l'hybridité, donc c'est jamais très visible, il faut vraiment le chercher. On va leur apprendre, parfois de rien. On sélectionne parfois des gens qui ont juste une appétence, mais qui n'ont pas forcément de diplôme, et on les forme. Et on accepte qu'à terme, ceux-ci rejoindront les entreprises privées qui payent souvent mieux que nous. Mais c'est le prix à payer pour avoir une défense global pour la France et pas juste chez les militaires. Général, vous avez assez de bras et de cerveau, vous, à l'état-major, à l'EMACOM? On n'en a jamais assez, et puis on n'est jamais assez près. Je pense que la façon dont on peut approcher ce sujet, c'est
dans le domaine informationnel, en fait, il faut voir plus large que le simple, entre guillemets, gros guillemets, que le simple tuyau des opérations. Le domaine informationnel, il est infini, et ce dont on a besoin, c'est d'abord d'intelligence. Il faut comprendre, il faut avoir des connaissances sociales, il faut avoir des connaissances quasiment ethnologiques, des connaissances linguistiques. Il faut savoir à quel public on va s'adresser, quels sont les codes pour s'adresser à ce public. Et en fait, travailler seul entre militaires, ça peut marcher, mais ça ne me semble pas suffisant. Ce qui est important, c'est de travailler en réseau, c'est d'être à plusieurs, et de faire travailler des gens qui en fait n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Par exemple, vous avez par exemple, des historiens. Par exemple, en Afrique, on va travailler avec des spécialistes des sociétés africaines pour comprendre quels sont les schémas de raisonnement, pour comprendre quels sont les codes à respecter ou les codes à suivre. Et on ne peut pas avoir une approche purement rationnelle et habituelle ou purement opérationnelle. Il faut vraiment avoir une approche très large. Et c'est d'abord une affaire d'intelligence et de combinaison de différentes connaissances. C'est ça la vraie difficulté, réussir à se faire comprendre, à faire comprendre ce qu'on fait à des populations qui en fait sont à des lieux de notre quotidien. Et alors là, on en est au tout début. Alors, est-ce que la France s'arme, entre guillemets, dans ces domaines-là parce que vous disiez, la LID, la lutte informatique défensive, l'offensive, la lutte informationnelle, vous disiez, c'était publié il y a 2 ans. Bon, ça existait un peu avant, mais là, il faut qu'on passe la seconde parce qu'il y a d'autres pays qui ont des politiques beaucoup plus offensives là-dessus. Justement, on parlait des fermatrolles, etc. Mais où est-ce qu'on en est là? On est vraiment qu'au début, où ça va, on est quand même un peu capable de se défendre si... Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est complètement en maturité, mais on travaille de plus en plus avec le Quai d'Orsay. Et pour ce qui me concerne la direction de la communication du Quai d'Orsay, on travaille avec d'autres organismes, comme par exemple l'Agence française de développement, pour justement avoir une vision un peu holistique des choses, un peu plus globale des choses. Et quand on parle de la France en Afrique ou de la France ailleurs d'ailleurs, on va pas faire que du militaire. On va essayer de combiner ça dans une approche beaucoup plus large, parce que l'objectif, c'est que les populations comprennent que derrière le drapeau français, il n'y a pas que des soldats, il y a aussi des gens qui vont faire du développement, il y a des gens qui vont construire des écoles, il y a l'action des centres culturels français. Aujourd'hui, l'enjeu dans le champ informationnel, c'est d'abord un enjeu de soft power, d'influence. Et en fait, c'est un enjeu qui est tout simplement lié à la francophonie, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des contenus francophones, français, sur les chaînes qui sont diffusées en Afrique? Comment est-ce qu'on fait pour avoir de la radio française? En fait, c'est comme ça qu'on arrivera à toucher les populations. Travailler sur les radios, c'est un enjeu. Et on ne peut pas avoir... Les radios locales, oui. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. On va travailler, par exemple, avec RFI, France 24, avec TV5 Monde, avec des médias qui ont une large écoute sur ce continent. Mais on va faire pareil, par exemple, en Roumanie ou en Estonie, où on va beaucoup travailler avec les médias locaux, en langue locale, pour faire comprendre pourquoi on est là. Et pour se faire accepter et pour valoriser ce qu'on fait. Mais alors, moi, en tant que journaliste, du coup, c'est de la com ce que vous voulez faire? Bah oui, tout à fait. D'accord. Et comment, du coup, ça se goupille avec les médias? Alors, il y a des médias publics, certes, mais comment vous allez justement faire passer ces messages? C'est quoi? C'est des clips? C'est des émissions de radio? Par exemple, de manière très concrète, c'est ouvrir les théâtres d'opération ou les unités qui sont en opération aux médias locaux. On a organisé la semaine dernière un voyage de presse au profit de la presse tchadienne qu'on a emmené à Faya-Largeau. On a organisé des voyages de presse au profit de la presse nigérienne. Parce que ce qu'on veut, c'est que les populations locales soient informées de ce qu'on fait et qu'elles ne le découvrent pas via des réseaux sociaux qui colportent des mauvaises informations, de la désinformation. Et ça rejoint ce que je vous disais sur la volonté de transparence. Et ce qu'on fait en Afrique, on le fait un peu partout maintenant. Notre effort, c'est d'abord parler aux populations locales pour renforcer l'acceptabilité de l'action militaire de la France. Et j'imagine que les médias locaux sont plus crédibles pour les populations autour que des médias qui viennent de France, évidemment, non? D'une manière assez objective, Le Figaro ou Le Monde, c'est peu lu dans les campagnes nigériennes. Je pense à RFI et France Média Monde. Alors, non, RFI reste une radio de référence, hein, même si elle est très attaquée, notamment par certains comptes pro-russes, puisqu'elle est surnommée Radio Fausse Information. Non, ça reste quand même une radio de référence. France 24, pareil. TV5 Monde, pareil. Mais ce qui compte vraiment, c'est quand on arrive à communiquer en langue locale. Ça, c'est vraiment très important. Et c'est là où on touche vraiment la population.
Vous vouliez dire quelque chose, colonel ? Non, j'allais rebondir sur le besoin d'expertise et de cerveau côté commandement de l'espace, Oui. où effectivement l'expertise reste mince. On est 290 actuellement, avec une feuille de route qui vise à nous faire monter vers 500 à l'horizon 2025. Mais c'est bien pour ça qu'a été créé le commandement de l'espace. Enfin, c'est l'une des raisons. C'était de concentrer la rare expertise du ministère des Armées dans le domaine spatial pour la mettre au CDE. Ça, c'est un premier point. Après, comme je l'ai évoqué, on repose beaucoup sur les partenariats. Donc, on se repose beaucoup sur le CNES, sur des boîtes civiles pour opérer dans l'espace. On repose également beaucoup sur la réserve, qui est comme son nom l'indique, permet de récupérer des gens qui ont une expertise spatiale dans le civil et venir servir dans le ministère des Armées. Et qui peuvent faire de la guerre hybride, donc. Bien sûr. Non, mais Durant des opérations spatiales militaires, on a également des recrutements, ce qu'on appelle des commissionnés, c'est-à-dire des gens qui ont une première expérience dans le civil, comme un G spatial ou ce genre de choses, et qu'on récupère dans le ministère des Armées avec un grade équivalent à leur expérience civile. Voilà. Moi, mon challenge, au-delà de l'expertise spatiale stricto sensu, c'est que les gens, il y a un shift culturel à faire acquérir. C'est qu'on comprenne que maintenant la guerre dans l'espace, c'est pas du mythe et qu'elle a lieu quasiment au quotidien. Il faut vraiment que on opérationnalise ce milieu. Voilà, c'est ça le challenge en termes de culture RH qu'il faut acquérir. Est-ce que là aujourd'hui, les gens que vous recrutez n'ont pas forcément intégré ça ? C'est un domaine qui évolue très vite en fait. Voilà, donc ceux qui ont baigné depuis longtemps dans l'espace ont certaines habitudes du temps où c'était encore un milieu assez pacifique, on va dire, et en fait les choses bougent très 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 vite avec les compétiteurs auxquels on a à faire face. Donc on peut dire que c'est un quatrième champ de bataille. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Oui. Ouais. Oui. Cinquième, pardon, excusez-moi. Et donc, en fait, en conclusion de cette table ronde, en toute honnêteté, est-ce que vous diriez que chacun dans vos secteurs, les questions de cette table ronde, c'est est-ce que la France est prête et est-ce qu'elle est capable de faire face à une guerre hybride ? En gros, c'est oui, mais peut mieux faire, c'est ça, colonel ? Moi, je pense qu'elle est prête, mais qu'il faut en permanence se préparer, surtout dans ces domaines qui évoluent en permanence. Donc, on ne pourra jamais se reposer sur nos lauriers. Mais ça, c'est tout militaire connaît ça depuis le départ. Le glaive et le bouclier évoluent sans arrêt, mais là, ils évoluent très vite, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant. Donc je pense qu'on est prêt, mais on aura toujours à travailler, à développer nos modes opératoires pour suivre justement ce bouclier et être capable de le transpercer le jour venu. En général, vous disiez qu'on n'était pas encore à maturité, donc on est sur la pente ascendante là ? Oui, mais encore une fois, comme je l'ai dit au début de mon propos, c'est que gagner ou mener une guerre hybride, ça suppose la mobilisation de ressources qui ne sont pas uniquement militaires. Ça, c'est un point clé. C'est-à-dire que les entreprises peuvent être des acteurs de la guerre hybride, les services diplomatiques, la presse. L'une de nos armes, ça va vous faire plaisir, c'est la liberté de la presse, en fait. C'est la capacité d'avoir des journalistes qui font correctement leur travail et qui sont capables de dire la vérité. Ça, c'est une arme. Et en fait, parce qu'ils ont les bonnes infos. Oui, puis ils les ont recoupées. Parce qu'ils ont les bonnes infos, parce qu'ils les ont recoupées, parce qu'on les a aidés à avoir les bonnes infos. Voilà. On les aide beaucoup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la guerre hybride, c'est être capable de combiner astucieusement et intelligemment toutes sortes de capacités et pas uniquement des capacités militaires. Il ne faut pas voir ça uniquement sous l'angle militaire. Mais alors du coup, ça veut dire que l'espèce de toile d'araignée que vous êtes en train de tisser, elle peut encore largement s'agrandir, et notamment avec les entreprises privées. Oui, bien sûr. Et vous y travaillez quotidiennement, j'imagine ? Alors, on n'y travaille pas tous les jours, mais oui, on commence à dialoguer avec les entreprises, avec certaines entreprises qui opèrent un peu partout dans le monde. Mais c'est d'abord souveraines ou oui. Oui, bien sûr, ouais. de toute nature. Et en fait, tout dépend des sujets. Ouais. Faut vraiment c'est vraiment quelque chose de très plastique. C'est pas quelque chose qui rentre dans une grille de lecture extrêmement rigide. Et au contraire, celui qui gagne, c'est celui qui est souple et qui est capable d'innover en fonction de l'évolution de la situation. Vous vouliez dire quelque chose, colonel ? Non, j'allais rebondir sur ce que disait Thierry, je suis d'accord avec lui. Le jour où on estime qu'on est prêt, c'est qu'on a un problème, c'est pas bien.
Voilà, donc il faut perpétuellement se remettre en question. Et ça repose aussi beaucoup chez nous. Pareil, le tempo va très très vite. Il y a encore pas très longtemps, on faisait des gros satellites immenses qui coûtaient très cher. On voit bien que maintenant, on est sur des architectures beaucoup plus, sur des petits satellites, des nanosatellites, des architectures beaucoup plus résilientes. Et je rebondirai sur le dernier aspect RH. Moi, je crois beaucoup à tout ce qui est intelligence embarquée, à tout ce qui va nous permettre de prendre de la décision. Et du coup, à retirer cette RH des basses tâches, des tâches où elle n'apporte pas une vraie plus-value, pour vraiment l'amener sur les aspects plutôt décisionnels, ce qui nous permettra de continuer à fonctionner avec 500 personnes à l'avenir. Écoutez, messieurs, général, colonel, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Et je vous souhaite une bonne poursuite. Et puis peut-être qu'on se retrouvera bientôt pour refaire un point et voir où vous en êtes maintenant. Merci à vous. Merci. Merci Aude.